Voici donc ici la deuxième partie donc de cette leçon numéro 11 sur les ponts préfabriqués où on va essayer maintenant d'aller chercher des ponts qui amènent déjà une portée un petit peu plus grande que la première partie que l'on a essayé ici d'envisager sur la première vidéo. Donc là on commence à monter un petit peu plus en gamme et on va avoir ce qui s'appelle ici une poutre préfléchie, précontrainte. Alors comment ça va fonctionner? Il faut savoir qu'à la base, ceci, c'est quand même pour les éléments qui ont des portées encore un petit peu plus grandes et encore un petit peu plus sollicitées que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Le but est d'allier le béton qui résiste bien à la compression et l'acier qui résiste très bien à la traction. Donc le but, c'est de faire en fait une sorte de poutre enrobée, mélange de béton et d'acier. Pour ça, on va essayer de se dire, mais comment est-ce qu'on va améliorer le concept? On va l'améliorer en prenant en fait la base du béton armé, où par endroits ponctuels on vient complémenter la résistance du béton à la traction par de l'acier, et on va essayer de se dire, mais finalement une poutre en acier avec une inertie un peu en T, ça peut me donner vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc les fabricants se sont dit, avec ça on va améliorer encore un peu plus le concept en se disant, mais à la place du béton armé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher du béton précontraint, où là on peut encore utiliser mieux la matière? Ils se sont dit, mais on va faire ça non pas avec des petites armatures ponctuelles, mais on va aider ces armatures ponctuelles que l'on voit ici en dessous. On va pouvoir coupler ça à cette poutrelle métallique-ci. Et donc les fabricants sont arrivés finalement à un résultat similaire. Ils ont trouvé une forme quasi idéale qui utiliserait la matière au mieux, mais qui serait complexe du point de vue de la production. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous allez avoir en bleu la poutrelle métallique, vous allez avoir ici toutes des gaines de post-contrainte et des gaines de pré-contrainte. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. L'avantage énorme du système, c'est que, comme vous le voyez, les premières parties inférieures sont des câbles de pré-contrainte qu'on va réaliser lors de la fabrication de la poutre. Et on va laisser aussi un peu plus haut ce qui s'appelle des câbles et des gaines de post-contrainte. 1, 2, 3, 4. Qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on va être sur chantier. Et on va avoir la grande poutre métallique préfléchie qui va vraiment servir à donner la forme de la préflexion à l'entièreté de la poutre. Donc ça, on va les conserver, ces poutres, quand on a des ponts qui ont quelle portée? En 30 et 40 mètres. C'est, j'allais dire, pas beaucoup, mais l'avantage du système, c'est que vous allez pouvoir reprendre des charges qui sont très, 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 très grandes. Donc ça va être surtout réalisé notamment quand vous allez avoir des ponts ferroviaires, où les charges sont très, très importantes. C'est beaucoup plus important à la limite encore que vos voies routières. Comment est-ce que ça se passe du point de vue de la production? La première étape, en fait, c'est de préfléchir cette poutre, qui est relativement haute. Elle fait passer le mètre ou le mètre 50 sans aucun problème. Et donc, on va avoir cette préflexion qui arrive, et on va avoir la pose, comme vous le voyez, des torrents de précontrainte au niveau inférieur, et on va bétonner ces armatures dans une mini-dalle, si on peut s'exprimer ainsi, qui va vraiment être l'entièreté de la base de votre poutre. Et au-dessus, ici et là, on va mettre, comme vous voyez, des énormes cheminées, qui sont en fait les cheminées propres à la post-contrainte. Donc sur chantier, on va poser la poutre en béton, et on va se servir de ces gaines pour retendre, si nécessaire, la poutre, pour lui donner la forme voulue, uniquement. Donc voilà ici la mise en tension possible des gaines de post-contrainte qui sont ici. Donc vous voyez là-bas, on peut quand même avoir des éléments qui sont relativement grands et relativement lourds. Poutre que vous voyez ici fait quand même 213 tonnes, c'est quand même déjà pas mal. Et vous voyez, c'est utilisé quand même beaucoup dans les voies ferroviaires, où il y a des éléments qui sont relativement imposants.
avec des charges qui sont aussi grandes, puisque bien évidemment, vous devez envisager les cas de charge les plus défavorables, qui est le train à l'arrêt, où l'entièreté des personnes, plus les bagages, plus les machines, plus la coque extérieure de notre train, toutes ces charges-là doivent être prises par le ballast, puis par, bien évidemment, nos poutres ici de pont. Une autre possibilité ici, ce sont des U pré-contraints. C'est vraiment assez particulier parce qu'on ne rencontre pas trop en Belgique, on le rencontre plutôt dans les pays européens voisins, mais je vais en parler ici encore un peu après sous une autre forme, sous une autre variante. Alors, ces ponts, on pourrait les utiliser comme vous le voyez à la SNCB, mais c'est pas trop le cas, parce qu'en fait ces petits caissons, l'avantage qu'ils ont par rapport aux U, c'est qu'en fait ils sont dans l'autre sens, donc ils ont une largeur d'appui sur toute la longueur du caisson, comme on voit ici, toute la largeur du caisson. On peut se permettre de les espacer un peu, travailler donc avec un système de dalles coulées en place ou d'utilisation de prédales et créer ici, vous voyez, par rapport au garde-corps, une zone piétonne. Donc ça peut se faire aussi, mais c'est pas nécessairement tout le temps utilisé. Alors, il y a encore une autre possibilité qui est le pont monocaisson. Alors ça, c'est un pont qui travaille le mieux en termes de résistance de matière. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous allez travailler avec un caisson fermé qui est l'élément en fait stabilisant. C'est la colonne vertébrale de votre pont. Et avec ça, vous allez travailler avec des porte-à-faux de part et d'autre. Et vous allez reporter les charges qui sont situées sur le porte-à-faux grâce à ces genres de supports, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc vous allez vous permettre un appui, je dis bien un seul appui central, et créer avec cela des porte-à-faux monumentaux. Donc avec un appui central, vous allez vous permettre des porte-à-faux monumentaux. Vous allez me dire, monsieur, moi j'ai déjà vu ça ici en région liégeoise. Oui, c'est possible que ça arrive, mais pas sous cette forme-là. Je vais vous le montrer ici. Donc, lorsque vous vous situez ici en région liégeoise, vous voyez donc ici la gare des Guillemins, et vous voyez ici apparaître le 25 qui vient donc de Sprimont, Angleur, et qui va vers l'échangeur ici un peu plus haut d'Alleur. Et donc ce qui m'aurait intéressé de voir avec vous, c'est ici cette notion du pont qui fait la jonction entre le contour proche du tunnel de Cointe et ici le début de la montée vers Buranville. Donc, si on regarde de plus près ce qui se passe, on va donc regarder ici par rapport à un zoom, donc on voit ici la sortie du tunnel de Cointe, et donc ici sur la gauche le quartier du Laveux, et donc moi j'aimerais bien voir un petit peu la structure même de cette partie-ci. Donc on voit clairement ici sur la structure même du pont, on a la gare des Guillemins qui est située donc là derrière au fond, on voit en fait un appui central, et puis une sorte d'appui, comme ceci trapézoïdal, avec encore un porte-à-faux. Mais là il faut bien faire attention aussi, on décale un petit peu les yeux, on va voir ceci. Donc en fait, on n'est pas avec un système dans ce type-ci de pont à caisson, on est dans un système de pont à poutre. Pourquoi? Deux indices pour justement justifier cette réponse. Alors, le premier indice n'est pas très compliqué à visualiser, c'est que d'une colonne à une autre, on va avoir, comme vous le voyez ici, des espacements à chaque fois, réguliers. Mais toutes les bases inférieures de ce pont sont en fait des poutres. Donc quand on le visualise très clairement, si même j'essaye d'avancer là-dessus, on le visualise quand on est en face inférieure du pont, on voit clairement ici les appuis. Donc ça ici, on n'est pas dans un style de pont type monocaisson, mais un style de pont à poutre avec appui central uniquement et encorbellement. Le deuxième indice qui peut justifier cette réponse-ci, vous l'avez sous les yeux ici. Quand on visualise en fait la structure même de l'appui, on voit comme ceci un système d'appui qui a cette forme-là et qui sert en fait d'appui dans les deux sens des poutres. Et on voit bien ici et ici qu'à l'extrémité des poutres, on a une découpe
pour venir s'appuyer simplement ici. Ça va? Donc là, on est dans un système différent. Donc, ce qui est important de visualiser, c'est la différence par rapport au cas que je vous ai montré juste ici avant, pardon, sur le pont donc, qui supporte le 25, où là où, vous avez l'impression d'avoir aussi un appui central, comme celui-ci, mais en fait vous n'avez pas une structure avec une colonne vertébrale. Donc en fait, le système de jambes de force que vous voyez ici n'existe pas sur le pont que je vous ai montré. Par contre, vous avez bien un appui central et l'entièreté de la largeur de la bande de circulation se reporte sur cette colonne centrale. Donc il faut vraiment faire attention que c'est pas parce qu'il y a juste un appui central ici que forcément c'est un système de pont monocaisson. Ça va? Donc ici je peux vous montrer un système de pont monocaisson sur le périphérique parisien. Donc vous vous situez ici proche du Stade de France. Donc vous voyez ici l'autoroute du Nord comme ils appellent, donc c'est l'autoroute qui vient de Lille, etc. Et si on fait un zoom, on peut regarder ici plutôt plus en détail sur le côté gauche de cette autoroute-ci, en mettant notre œil ici, on peut s'apercevoir de la structure du pont. Donc on va le voir ici sur la droite. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette idéologie même du caisson qui est ici et le porte-à-faux. Donc là, vous allez me dire, même si il n'y a pas de jambe de force, c'est normal puisque le porte-à-faux n'est pas suffisamment imposant. S'il avait été un peu plus grand, on aurait dû transposer les charges via ces jambes de force sur nos caissons. Et ce qu'on peut observer aussi ici, c'est qu'en fait, ce pont est relativement courbe. Et on peut très bien utiliser ce pont en courbure tel que l'on la souhaite. Alors comme vous le voyez là-dessus, et qu'on a un œil un petit peu plus averti là-dessus, on voit en fait, à certains endroits, on voit des lignes qui sont des jonctions. Ben, en fait, on va travailler ici avec des éléments qui sont des éléments préfabriqués qu'on emboîte les uns à côté des autres et à l'intérieur du caisson qu'on va venir mettre en post-contrainte pour liaisonner les éléments les uns avec les autres. Donc soit on va travailler en coulée sur place d'office et on aura des gaines en post-contrainte, ou on peut travailler, c'est un petit peu plus difficile, mais ça arrive aussi parfois, des éléments pré-contraints où il y a déjà des gaines prévues, et donc avec ces éléments préfabriqués qu'on assemble et qu'on pose, on relie le tout par des éléments qui sont des gaines en post-contrainte. Pour vous donner une possibilité d'illustration, je vais vous montrer ici un pont qui a été fait sous cette forme-là. Voici à quoi il ressemble. Donc ceci, c'est un pont coulé sur place, mis en post-contrainte. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ici, vous allez retrouver les éléments verticaux qui sont des éléments raidisseurs, qui vont servir d'appui pour la dalle qu'on va venir reposer ici dessus et qu'on va venir couler en place. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez des genres de tubes. Mais en fait, ces tubes, ces gaines, c'est par là que viendront se poser les armatures de post-contrainte. Donc si on regarde plus en détail à la limite sur le côté, on peut voir qu'en fait le pont est un petit peu évasé sur le côté et c'est là où on retrouvera l'entièreté des gaines. Vous le verrez aussi ici. Donc là on travaille avec un ferriage très complexe mais en étant coulé sur place. Donc vous imaginez la taille de l'échafaudage qui est quand même un petit peu plus conséquente que si on travaillait en préfabriqué. Et donc vous voyez à l'intérieur, une fois que c'est sec et que ça a été coulé, on retrouve ici nos gaines, les réservations pour la post-contrainte uniquement. Donc quand on rentre à l'intérieur du caisson, ça ressemble à ceci. Donc c'est quelque chose qui a été coulé en béton de manière relativement simple. On retrouve, ici c'est mis à la verticale, mais ça c'est ce qu'il y a donc à la verticale, ce sont toutes nos gaines de post-contrainte. On retrouve au niveau supérieur dans le caisson toujours des gaines de post-contrainte pour la dalle supérieure et en inférieur pour la dalle bien évidemment inférieure. Ça va? Ces ponts
Donc on peut porter max de 45 mètres quand ils sont préfabriqués. Maintenant, quand ils sont coulés sur place, on peut avoir des portées qui sont beaucoup plus grandes. On peut avoir des portées de 65-70 mètres sans aucun souci. Après, si on commence à avoir des portées plus grandes, il vous faut des culées un petit peu plus grandes. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué dans ce cas-là. Alors la variante que je voulais vous montrer par rapport aux caissons en U de tout à l'heure, alors ceci c'est une variante simple dite traditionnelle, précontrainte en U comme ceci. On peut utiliser ces ponts monocaissons, un peu en U si vous voulez, mais dans laquelle vous voyez là-bas, on a des gaines de post-tension que l'on n'avait pas ici. Comment est-ce que ça fonctionne? On va prendre ici l'exemple du viaduc à Herve qui a été construit à l'aide de ces poutres. Donc ce sont bien des poutres en U où il y a des armatures d'attente ici au-dessus qui serviront à venir liaisonner les prédales avec notre poutre en U. Donc il faut savoir que les portées relatives entre culées qui sont ici en V sont de l'ordre de 42 mètres, donc de l'ordre de 40 mètres, et la travée intermédiaire de plus ou moins 35 mètres. On amenait donc ces éléments à venir reposer sur les culées intermédiaires et à l'intérieur des culées. Donc là, vous avez le placement des piles le long de l'autoroute 40 qui va vers l'Allemagne, donc c'est le viaduc ici à Bâtisse. On retrouve ici le système acier pour donner le contreventement de l'élément de notre pile. Ce contreventement va être complété avec un élément raidisseur que l'on voit ici en béton et on voit ici au niveau inférieur l'alignement de nos prédales. Donc les prédales portent dans ce sens-ci. Donc nos prédales portent comme ceci. La première phase de bétonnage a été cette phase-ci, par rapport, je dis bien, à la culée. Et puis on est revenu reposer ces éléments-ci qui servent un peu de jambe de force à nos poutres en U. Puis une fois que ça a été fait, on est venu poser la poutre en U comme ceci. On est venu remettre ici l'élément central par post-tension et on a posé l'entièreté de nos prédales. Ça, c'est l'élément fini tel qu'on le connaît. Donc voilà à quoi ressemblent ces éléments U. Donc je vous dis, ce qui est vraiment important de voir ici, c'est de la pré-contrainte, mais il y a aussi de la post-contrainte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment travailler avec une dimension qui est déjà relativement conséquente. Donc voilà la vue de côté avec la pose des prédales. Avant-dernier système que je voulais vous montrer, c'est les ponts-bacs. Alors ces ponts-bacs là, un des plus gros fabricants ici est Ronvaux en Wallonie, qui a été donc un des premiers à imaginer ce système. En fait, ce pont-bac, c'est un pont qui est quasi exclusivement réservé à la voie ferrée, donc au train. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est un bac qui est composé de deux poutrelles métalliques préfléchies relativement hautes qui forment les deux côtés du bac et une base inférieure où cette dalle qui sera coulée donc d'une pièce sera préfléchie de 1 par les poutrelles métalliques mais aussi par les gaines de précontrainte. Portée relativement moyenne puisque forcément c'est déjà relativement lourd au niveau du poids, donc portée de 20-25 mètres c'est pas énorme, hauteur relativement limite, donc on a déjà les garde-corps qui sont effectués, qui sont déjà créés, qui sont d'1 mètre 30, largeur de 4 mètres et une masse jusqu'à 160 tonnes. Donc là il faut des grues spécifiques, des grues à treillis pour venir poser ces éléments sur les culées. Donc viendra se poser là-dessus les ballasts. Une fois que le ballast est mis, on met les rails et on a nos éléments de train qui passent dessus très facilement. 4 étapes pour ce qui est la production. D'abord, on préfléchit les poutres métalliques. Deuxièmement, une fois qu'elles ont pris leur forme, on met les armatures de précontrainte.
on coule la dalle inférieure pour bien cercler ces armatures de précontrainte. Et une fois que ça est fait, on coupe la tension et on vient refaire un bétonnage de deuxième phase pour fermer nos poutrelles métalliques. Dernier pont que je voulais vous montrer ici, ce sont des ponts dits à segments, surtout utilisés en milieu urbain pour des voies routières relativement denses. Donc là, on a déjà, comme vous le voyez, des porte-à-faux qui sont prévus. La portée ici qui est relativement grande, l'autre porte-à-faux, et on voit ici quelques trous qui sont les gaines de post-contrainte qui vont nous permettre d'assembler les éléments les uns à côté des autres. Si on doit faire un récapitulatif maintenant de tout ce qu'on a rencontré vis-à-vis des explications, ben on a le pont à dalle massif avec une petite portée, les ponts bac même chose, sont ces deux éléments qui sont relativement lourds, les ponts caissons avec les ponts à dalle intégrés type U ou caisson, les ponts à poutre qui vont déjà relativement loin, et enfin ici, les ponts monocaissons qui peuvent aller, comme vous le voyez, jusqu'à 90 mètres de portée lorsqu'ils sont coulés sur place. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est vraiment avoir un ordre d'idée, une grandeur générale par rapport à tous les éléments qu'on a fait ici en détail ensemble.